Salut à tous. Alors, vous aimez l'argent et les rubis? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde Istanbul, la Big Box. Et voici la ville d'Istanbul qui se dresse devant vos yeux. Alors je précise ici que je ne fais parler que du jeu de base, même si dans la Big Box vous avez également l'extension Mocha et Bakshish, et puis l'extension Missive et So, mais je ferai des vidéos séparées pour ces deux extensions. Istanbul, c'est un jeu qui est à la fois un jeu de placement d'ouvriers et un jeu de course, puisque vous incarnez des marchands et leurs piles d'assistants qui vont se déplacer un petit peu partout sur ces tuiles pour réaliser les actions des tuiles, pour gagner de l'argent, pour gagner des marchandises, et ultimement pour transformer cet argent et ces marchandises en de magnifiques rubis. Pour la mise en place d'Istanbul, vous allez prendre les 16 tuiles du jeu de base, elles sont toutes numérotées, vous allez les organiser selon un certain quadrillage, alors c'est indiqué dans la règle, vous avez une mise en place pour les premières parties, et puis pour des parties un petit peu plus complexes, et une fois que vous avez vu ça et que vous voulez changer un peu, vous pouvez tout mélanger et mettre les tuiles au hasard avec certaines restrictions indiquées dans la règle. C'est ce qui participe le plus à la rejouabilité du jeu. Chaque joueur prend ensuite une pile de 4 assistants avec un marchand et les place dans la fontaine. Chaque joueur reçoit également une petite charrette, un petit chariot qui va servir à marquer les 4 marchandises qu'on a dans la partie. Donc on a des marchandises bleues, rouges, vertes et jaunes. Je suis désolé, je ne suis pas très thématique. Et on va déplacer ce petit marqueur pour indiquer combien de marchandises on possède. Et à chaque fois qu'on récupérera des rubis, on viendra les placer ici. Et vous remarquez qu'il y a un gros creux à cet endroit de la charrette. C'est parce qu'on va pouvoir bien sûr agrandir notre charrette pour mettre davantage de marchandises. On désigne également un premier joueur qui reçoit 2 sous. Puis le joueur qui est à sa gauche reçoit 3 sous, le joueur suivant 4 sous, etc. Et chaque joueur reçoit également une carte bonus de ce paquet de cartes bonus qu'il garde précieusement cachées devant lui. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a placé les divers éléments sur toutes les tuiles, on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule un tour de jeu dans Istanbul? C'est super simple et en gros, tout le sel du jeu va plutôt venir des différents pouvoirs des tuiles sur lesquelles on va atterrir. Alors, imaginons que je sois le joueur bleu et que là, c'est à moi de jouer. À mon tour de jeu, je vais prendre mon marchand, donc l'endroit sur lequel il y a le palais avec l'autocollant, plus tous les assistants qui se trouvent sous lui, et je vais devoir le déplacer. Je suis obligé, je ne peux pas rester au même endroit. Je vais devoir le déplacer de 1 ou 2 cases en faisant des déplacements orthogonaux et jamais en diagonale. Par exemple, je peux faire 1, 2 et venir ici au caravansérail. Quand j'arrive quelque part, il y a 2 possibilités. Soit, comme ici, il n'y a aucun de mes assistants qui est déjà présent sur la tuile. Dans ce cas-là, je vais laisser un assistant. Deuxième cas possible, je suis à la fontaine, et je fais 1, 2, j'arrive au caravansérail, il y a déjà un de mes assistants, dans ce cas-là, hop, je me place sur cet assistant, et il revient dans ma pile. Donc en gros, durant la partie, vous allez semer un petit peu vos assistants, et ensuite vous allez revenir sur vos pas pour les récupérer. C'est un petit peu ça la mécanique de jeu d'Istanbul, ça fait quelques nœuds au cerveau sur les 2-3 premiers tours, mais on s'y habitue très rapidement. Donc ça, c'est la première chose, vous bougez de 1 ou 2 cases, et soit vous déposez un assistant, soit vous récupérez un assistant. Évidemment, si vous arrivez quelque part et que vous n'avez pas d'assistant à déposer ou à récupérer, eh bien votre tour se termine immédiatement et vous ne pouvez plus rien faire d'autre jusqu'au prochain tour. Hop, donc il vaut mieux éviter de se trouver dans cette situation. Deuxième chose, si jamais il y a déjà des marchands adverses à l'endroit où j'arrive, typiquement là il y a le marchand rouge, alors j'ai mis un petit palet vert pour vous montrer que ça c'est juste un assistant, c'est pas un marchand, donc lui il compte pas. Je vais devoir, une fois que je suis arrivé, payer chacun des joueurs qui a son marchand sur cette tuile. Donc là je dois payer 2 sous à rouge, par contre je ne paye rien à vert puisque ce n'est pas son marchand. Hop, là j'aurais dû payer également 2 sous à vert et 2 sous à rouge. Si à cette étape-là, je ne peux pas payer les autres marchands qui sont présents sur la tuile, c'est pareil, mon tour s'arrête immédiatement et je ne peux pas réaliser l'action de la tuile. Une fois que j'ai fait mon déplacement, que j'ai payé éventuellement les gens qui sont à l'endroit où je suis arrivé, la troisième partie de mon tour de jeu, c'est de faire l'action de la tuile sur laquelle je suis arrivé, qui en général me rapporte des marchandises, de l'argent, ou me permet de troquer des marchandises et de l'argent contre des rubis. Je viendrai après sur la manière dont fonctionnent toutes ces tuiles. Et une fois que j'ai terminé, à la fin de mon tour, j'ai la possibilité, si jamais cette pièce-là, qui est un petit peu plus haute que les autres, qui est le contrebandier, ou cette pièce-là, qui est le gouverneur, sont sur la tuile sur laquelle je me suis arrêté, j'ai la possibilité de les payer pour avoir un petit bonus. Donc le contrebandier, son bonus, c'est qu'il va me donner une ressource de mon choix, contre une ressource différente,
ou alors je peux aussi prendre une ressource de mon choix contre 2 sous. Voilà. Et une fois que j'ai utilisé son pouvoir, je prends les 2 dés, je les lance, et ça va m'indiquer où il bouge. Donc là, il bouge pas, il revient au même endroit, puisqu'il était déjà sur la tuile numéro 6. Hop, mais si on avait fait ça, il serait parti ensuite sur la tuile numéro 8. Donc comme ça, ce sont des pions qui vont à chaque fois changer de case dès qu'on a utilisé leur pouvoir. Et puis le gouverneur, lui, va me permettre de piocher une carte bonus et de l'ajouter à ma main, et ensuite, soit je défausse une carte bonus en échange, soit je paye 2 sous pour garder la carte bonus qu'il m'a donnée, et pareil, je relance les dés, hop, et il change à 8, tiens, il va également aller au marché noir avec le contrebandier. Donc ça, c'est les 4 étapes du tour de jeu. Je bouge mon bonhomme de 1 ou 2 cases, je dépose ou je récupère un assistant, ensuite je paye les marchands adverses qui sont là, j'utilise le pouvoir de la tuile, et à la fin, éventuellement, j'utilise le pouvoir d'un des 2 bonhommes qui sont ici. Je ne suis pas obligé de l'utiliser, si jamais je ne l'utilise pas d'ailleurs, le pion va rester à l'endroit où je suis arrivé. Alors, il est temps de regarder les pouvoirs des différentes tuiles. Alors, il y a d'abord certaines tuiles qui nous permettent de récupérer des ressources. Ici, l'entrepôt de fruits, l'entrepôt de tissus et l'entrepôt d'épices me permettent, comme on le voit sur la tuile, de monter mon compteur de ce type de marchandises au maximum. Donc, si je vais ici sur l'entrepôt de fruits, déjà je laisse un petit marchand parce que j'ai personne, et ensuite, hop, alors si je suis comme ça, je vais monter mon compteur de fruits jusqu'au maximum. Et si jamais j'ai déjà des extensions de charrette ici, je pourrais monter encore davantage. Pareil, si je viens sur le rouge, je monte sur le rouge au max. Et si je viens sur le vert, je monte sur le vert au maximum. Quel que soit l'endroit où je suis. Mais si j'étais déjà au maximum, c'est tant pis pour moi. Vous remarquez que cet entrepôt n'existe pas pour le bleu, puisque le bleu est une ressource un petit peu plus rare et un petit peu plus compliquée à obtenir. Et on continue dans les tuiles qui nous permettent de récupérer des ressources. L'autre endroit, c'est le marché noir qui me permet de récupérer au choix une ressource rouge, verte ou jaune. Et ensuite, je dois lancer les dés, hop, et en fonction du résultat, je vais gagner un certain nombre de ressources bleues. 1, 2 ou 3, si je fais 7, 8, 9, 10 ou 11, 12. Donc là, par exemple, je récupérerai uniquement une ressource bleue. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du bleu que des 3 autres ressources. On a ensuite le bureau de poste. Lorsque j'arrive ici, je vais récupérer toutes les ressources qui sont visibles. Donc là, je récupère une ressource verte, une ressource jaune et 2 sous. Par contre, une fois que j'ai récupéré mes ressources, je vais déplacer ce cube vers le bas. Et à ce moment-là, la prochaine personne qui va venir sur cette tuile récupérera une ressource rouge, une ressource jaune et 2 sous. Et quand elle aura fait son action, elle déplacera ce cube vers le bas. Et à chaque fois que quelqu'un va venir au bureau de poste, hop, ça va augmenter un tout petit peu ce que les personnes vont pouvoir gagner. Et quand quelqu'un sera venu ici et aura gagné une ressource rouge, une bleue et 4 sous, hop, tous les petits cubes remonteront ici et on recommencera le cycle à 0. Une fois que vous avez récupéré des marchandises, vous avez sans doute envie de gagner un petit peu d'argent avec en allant les revendre. Eh bien, pas de problème, vous pouvez aller au petit marché ou au grand marché qui fonctionne de la même manière. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre les ressources qui sont indiquées ici. Et en fonction du nombre de ressources que vous vendez, ça va vous faire de l'argent, et plus vous en vendez, plus ça vous fait d'argent, c'est exponentiel. Par exemple, si j'arrive au petit marché et que j'ai ça dans ma charrette, je peux vendre une ressource bleue, je suis pas obligé, une ressource rouge, une ressource, je pourrais vendre 2 verts, mais je choisis de vendre juste une ressource verte et une ressource jaune. Ce qui fait que j'ai vendu 4 des 5 ressources qui sont présentes ici, je vais gagner 14 sous que je prends immédiatement dans la réserve. Une fois que j'ai vendu des éléments au marché, hop, c'est toute une petite pile de tuiles, je vais prendre la tuile du dessus, je la remets sur le dessous, et la demande va changer. Donc à partir de là, on ne pourra plus venir vendre des ressources bleues au petit marché tant qu'on n'aura pas vendu des ressources jaunes, vertes ou rouges. Le grand marché fonctionne donc exactement comme le petit marché, sauf que comme les ressources qui sont demandées, typiquement souvent on a des ressources bleues et rouges, sont un petit peu plus difficiles à avoir que les autres, eh bien vous allez avoir davantage d'argent lorsque vous les vendrez. Vous pouvez monter jusqu'à 25 sous si vous vendez tout ce qui est indiqué ici. Mais si vous vous sentez plutôt chanceux et pas vraiment commerçant, vous pouvez aller plutôt au salon de thé pour récupérer de l'argent. Alors quand vous allez là, vous allez dire un nombre entre 1 et 12, par exemple je vais dire 7, et ensuite vous allez lancer les dés. Hop. Si le nombre que vous avez avec les dés est égal ou supérieur au chiffre que vous avez annoncé, vous allez gagner cette somme en argent. Donc là j'ai dit 7, qui est le chiffre sur lequel on tombe le plus fréquemment avec 2 dés. J'ai dit 7 et j'ai eu 7 au dé, ça veut dire que je vais gagner 7 sous. Si jamais j'avais fait plus, par exemple j'ai dit 7 et je fais 9, c'est pas un problème, je vais gagner aussi 7 sous. Et si je fais 12, je vais aussi gagner 7 sous parce que j'ai dit 7 au départ. Par contre, si je fais un chiffre inférieur, par exemple j'ai dit 7 et je fais 5, dans ce cas-là, je vais uniquement gagner 2 sous.
Donc le salon de thé, c'est l'endroit où plus vous poussez votre chance, plus vous pouvez éventuellement gagner d'argent, mais si vous êtes un petit peu trop gourmand et que vous n'avez pas vraiment de chance au dé, eh bien vous allez récupérer uniquement 2 sous. Alors à présent qu'on a plein de sous et plein de marchandises, où est-ce qu'on va les dépenser? Eh bien on peut aller par exemple au fabricant de charrettes, et au fabricant de charrettes on va payer 7 sous pour prendre une petite extension de charrette, hop, qu'on va venir clipser ici. Alors là c'est pas à plat, mais voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 3 extensions de charrette, vous ne pouvez pas acheter ça au même tour, il faudra retourner 3 fois au marchand de charrette, et une fois que vous avez récupéré votre 3e extension de charrette, vous allez gagner immédiatement un rubis. D'ailleurs c'est rappelé ici en bas, donc c'est une première manière d'obtenir des rubis, et en plus de vous faire un stockage de marchandises beaucoup plus efficace, c'est d'aller récupérer des extensions de charrette. Avec ces sous, je peux également venir chez le marchand de gemmes pour récupérer directement des rubis, et je vais payer le prix qui est indiqué sur la dernière case qui n'est pas occupée par un rubis. Donc là par exemple, il faut que je paye 14 sous pour récupérer, hop, le premier rubis qui est ici. Et comme j'ai récupéré un rubis, j'ai dévoilé une nouvelle case qui a fait un petit peu augmenter le prix du rubis suivant, hop, et donc la personne suivante paiera 15, puis ensuite il faudra payer 16, etc. Et donc chaque rubis qu'on va venir acheter chez le marchand de gemmes va augmenter le prix des rubis suivants. C'est exactement la même mécanique au palais du sultan, mais avec des marchandises. Donc par exemple, pour obtenir ce rubis, je vais devoir payer une marchandise bleue, une rouge, une verte, une jaune, plus une marchandise de mon choix, hop, et je prends le rubis. Et en faisant ça, je révèle le coût du rubis d'après qui va augmenter légèrement. Cette fois, il faudra 2 marchandises bleues, hop, et puis ensuite il faudra 2 bleus, 2 rouges, plus tout le reste, etc. Et donc, plus j'acquiers de rubis également au palais du sultan, plus ça va me coûter cher en marchandises. Pour m'aider dans toute cette entreprise, je vais aussi avoir la possibilité, en plus de la carte bonus que j'ai récupérée au début de la partie, de récupérer d'autres cartes bonus durant la partie, et ça se passe au caravansérail. Le caravansérail vous permet de piocher 2 cartes bonus. Alors, quand vous utilisez une carte bonus, vous allez aussi la placer ici, c'est la défausse des cartes bonus, et quand vous allez au caravansérail, vous pouvez choisir soit de piocher des cartes bonus dans la défausse, soit de les piocher directement sur le dessus de la pioche. Donc comme ça, si quelqu'un a une très bonne carte bonus, vous pouvez aller lui récupérer dès qu'il l'a utilisée. Donc vous piochez ici 2 cartes bonus, soit dans la pioche, soit dans la défausse, et vous en gardez une et vous défaussez l'autre. Alors c'est pas vraiment exact ce que je dis, c'est plutôt vous les ajoutez à votre main et ensuite vous défaussez une carte bonus. Donc si vous aviez déjà des cartes bonus en main, vous n'allez pas forcément défausser une des 2 cartes que vous venez de récupérer. Ces cartes bonus, je ne vais pas toutes les détailler, elles sont plutôt bien expliquées dans la règle, mais pour vous donner une idée de ce qu'elles peuvent faire, alors vous pouvez les jouer absolument à n'importe quel moment de votre tour, au milieu, au début, à la fin. Par exemple, celle-là vous permet de rester sur place. C'est un tour où vous n'êtes pas obligé de vous déplacer de 1 ou 2 cases. Celle-là vous permet au contraire d'aller jusqu'à 3 ou 4 cases et non plus 1 ou 2 cases lorsque vous la jouez. Celle-là vous permet de réaliser 2 fois l'action de ce bâtiment, ça c'est l'action du marchand de gemmes. Donc si j'ai plein de sous, je vais chez le marchand de gemmes et au lieu de devoir y aller, de repartir et de revenir pour acheter les 2 gemmes dont j'ai besoin, eh bien je fais mes achats à la suite dans le même tour. Là je peux récupérer un assistant qui était à l'autre bout du plateau et je le remets dans ma pile. Ici, je peux gagner une marchandise de mon choix. Ici, je gagne 5 sous. Là, je gagne encore 5 sous. Là, je peux réaliser une nouvelle fois l'action du bureau de poste qui me permet de gagner des marchandises et de l'argent, etc., etc. Donc, c'est plein de petits bonus qui sont en lien avec l'argent, les rubis, les marchandises et les différentes tuiles du plateau. Autre possibilité que vous avez durant votre tour de jeu, c'est le poste de police. Quand vous allez au poste de police, vous remarquez que vous avez chaque joueur un pion à sa couleur. Là, ces pions, ça représente un cousin éloigné de la famille qu'on connaît un petit peu mais qui a un peu mal tourné et donc qui s'est retrouvé au poste de police. Mais bon, comme on est vachement sympa, on va le voir et on va en profiter pour le libérer. Et on va lui dire, bon je te libère mais tu vas aller me faire une petite action quelque part. Et du coup, lorsque vous arrivez au poste de police, vous pouvez prendre, si jamais il est là, vous pouvez prendre votre membre de la famille et l'envoyer sur n'importe quelle case du plateau. Donc ça vous donne, vous pouvez l'envoyer un petit peu plus loin, un endroit où vous n'auriez pas été facilement. Et vous réalisez évidemment l'action de la tuile sur laquelle il arrive, et en plus le bonus c'est qu'il n'a pas besoin de payer de l'argent aux autres marchands qui sont là, bah oui parce que c'est un délinquant donc lui il paye rien. Par contre, à un moment si jamais un de vos adversaires tombe sur la case sur laquelle se trouve votre membre de famille, alors tant qu'il n'est pas au poste de police, et idem si vous tombez sur le membre de la famille d'un autre joueur en dehors du poste de police, vous avez l'obligation de le dénoncer et de le renvoyer immédiatement en prison. Et le joueur qui renvoie un membre de famille adverse en prison va avoir un bonus, ça va lui permettre de gagner 3 livres ou une carte bonus. Donc ça c'est à la fois bien pour l'adversaire parce que ça lui permet
d'avoir un petit bonus en envoyant votre membre de famille en prison. Et vous, c'est bien aussi pour vous, parce que ça vous permet de réutiliser votre membre de famille, parce que tant qu'il est à l'extérieur, vous ne pouvez plus le réutiliser, vous ne pouvez l'utiliser que lorsqu'il est au poste de police et que vous faites l'action du poste de police. Alors évidemment, une fois que vous avez crapahuté un petit peu partout pour récupérer des sous, des marchandises et pour les échanger contre des rubis, vos assistants sont éparpillés aux quatre coins du plateau, vous n'avez pas forcément envie d'aller récupérer tout le monde pour faire ce que vous avez envie de faire, dans ce cas-là, pas de problème, vous pouvez vous rendre à la fontaine, et à la fontaine, hop, non seulement vous n'allez pas payer les autres marchands qui sont déjà présents à la fontaine, mais en plus ça vous permet de récupérer tous vos assistants qui sont éparpillés un petit peu partout sur le plateau et de les remettre sous votre pion marchand. Et enfin, les deux dernières tuiles dont je n'ai pas encore parlé, c'est la petite mosquée et la grande mosquée qui fonctionnent exactement de la même manière. Lorsque vous arrivez sur une de ces deux tuiles, vous allez devoir payer des marchandises qui sont indiquées ici pour récupérer les tuiles. Alors attention, il y a une règle qui en général est très mal comprise, même au départ je n'avais pas bien compris. Lorsque les marchandises qui sont indiquées ici, c'est pas ce que vous payez, c'est ce que vous devez avoir dans votre charrette. Donc là par exemple, si je veux prendre cette tuile, je dois avoir 2 marchandises bleues dans ma charrette, mais je ne vais en payer qu'une seule. Puisque si vous regardez en fait l'iconographie du jeu, la flèche rouge c'est ce que je paye, et donc je ne paye qu'une seule des 2 marchandises. Une fois que j'ai pris cette tuile, la tuile suivante va être un petit peu plus compliquée à obtenir pour mon adversaire, mais elle va pas être plus chère, puisque les adversaires, à partir de ce moment-là, vont devoir avoir 3 marchandises bleues dans leur charrette, mais ils ne vont toujours continuer à en payer qu'une seule, etc. 4 marchandises, et puis 5 marchandises, mais il ne faudra en payer qu'une seule. Donc c'est juste plus compliqué à obtenir pour les adversaires une fois que vous êtes passé et que vous avez pris une de ces tuiles, mais ce n'est pas nécessairement plus cher. C'est le point important qu'il faut retenir. La tuile bleue est la plus simple à comprendre puisqu'elle vous permet de récupérer un 5e petit assistant que vous placez immédiatement sous votre marchand, donc ça vous donne plus de flexibilité pour bouger. La tuile ici vous permet de payer, quand vous voulez dans votre tour, de payer 2 sous pour récupérer un assistant que vous aviez égaré à l'autre bout du plateau et que vous n'avez pas envie de retourner chercher, donc ça pareil, ça vous donne de la flexibilité pour bouger. Dans la petite mosquée ici, vous allez récupérer un pouvoir un peu spécifique avec les dés, puisque ce pouvoir vous permet, lorsque vous lancez les dés, alors que ce soit au salon de thé ou que ce soit au marché noir, vous pouvez soit, si vous n'êtes pas satisfait de votre lancer, relancer les dés, ou alors vous pouvez choisir de placer un des dés que vous avez lancé sur le chiffre 4. Donc ça vient pas mal tempérer le hasard au salon de thé et au marché noir, et ça vous permet d'avoir plus facilement des sous et des marchandises bleues. Et enfin, cette tuile-là vous permet, lorsque vous allez sur un entrepôt, les entrepôts c'est ce qui vous permet de remplir votre charrette de marchandises au maximum, lorsque vous allez sur un entrepôt, vous pouvez choisir en plus de vous être gavé d'un type de marchandise en particulier, vous pouvez payer 2 sous pour gagner n'importe quelle autre marchandise. Donc ça c'est très pratique par exemple pour récupérer des marchandises bleues. Et enfin, dernière petite subtilité, vous remarquez ici qu'il y a un symbole de rubis, ça veut dire que la tuile permet de gagner du rubis, puisque une fois que vous avez récupéré chacune des 2 tuiles, alors que ce n'est pas forcément au même coup, mais en tout cas que vous avez une tuile rouge, une tuile verte, vous gagnez un rubis. Et pareil pour la grande mosquée, dès que vous avez récupéré une tuile avec des marchandises jaunes et une tuile avec des marchandises bleues, vous gagnez aussi un rubis. Et on va continuer la partie de cette manière jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à obtenir 5 rubis. Donc à partir de là, il a gagné. Alors il a gagné pas tout à fait puisque les autres joueurs peuvent quand même terminer le tour en cours pour que chacun ait joué le même nombre de tours. Et si jamais quelqu'un d'autre réussit pendant ce tour-là à avoir également 5 rubis, eh bien on va départager les joueurs en fonction du nombre de sous qu'il leur reste. Attention, dans une partie à 2 joueurs, il faut réunir non pas 5 rubis mais 6 rubis. Boum! Et voilà, c'est tout pour Istanbul, la Big Box. Alors comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres vidéos concernant les extensions Mocha et Bakshish et les extensions Lettres et Sceaux, Missive et Sceaux, pardon, en particulier, mais là je me concentre sur ce jeu-là. D'abord au niveau du matériel, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très plaisant comme matériel, les tuiles sont très belles, très épaisses, elles sont recto-verso, les jetons, les pions, tout est vraiment pas mal fait. La petite critique que je pourrais faire, c'est que les extensions de charrette des fois ont un petit peu de mal à rentrer, quand on en a 3, c'est un petit peu de mal, ça bloque un peu pour rentrer, mais en forçant ça passe. Il faut juste que ça se fasse un petit peu au jeu. Vous avez aussi ces aides de jeu que je vous ai pas montré qui sont en tuiles, qui sont plutôt bien faites, et comme vous avez toutes les extensions dans la Big Box, il y a un code couleur qu'on retrouve à la fois dans les règles et à la fois sur les aides de jeu
pour les éléments qui concernent uniquement certaines extensions. Par exemple, là et là, je sais que ces éléments-là, ça concerne l'extension Mocha et Backshish. Celle-là, ça concerne l'extension Missive et Saut. Donc c'est assez lisible quand vous débutez. Et pareil pour la règle, c'est exactement les mêmes couleurs. Hop, vous avez des pages entières où, ok, attention, ça c'est telle extension, voilà la mise en place, voilà les éléments supplémentaires. Ici, voilà, petite couleur supplémentaire pour dire que ça, c'est la variante grand bazar où vous mettez les deux extensions, etc. etc. Donc, au niveau de la règle, c'est vraiment plutôt pas mal fait. Et au niveau de l'iconographie, tout ça, c'est vraiment très très simple. C'est un jeu qui est assez... donc, le matériel, je suis plutôt satisfait. Les règles, je suis plutôt satisfait. Et mécaniquement, le jeu est vraiment un jeu qui est très simple. Alors oui, il y a une vingtaine de tuiles, il faut s'habituer à ce qu'elles font, mais... Au bout de 2-3 tours de jeu, franchement, tout le monde comprend le principe de j'accumule des marchandises et de l'argent pour les troquer contre des rubis. C'est hyper simple. La seule petite élément un petit peu différent du reste, c'est cette mécanique de j'arrive et je vais semer mes petits assistants partout et après il faut que je retrouve mon chemin pour reprendre mes assistants pour pas être bloqué. C'est l'élément qui ajoute le petit sel durant la partie. Donc, comme je le disais, c'est un jeu très simple, très plaisant et c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs stratégies. Vous pouvez... Ne serait-ce que les pouvoirs qui sont ici, je sais pas si on peut faire totalement sans tuiles pouvoirs des deux mosquées, parce que c'est des pouvoirs qui sont quand même assez forts et qui vous donnent des bonus. Mais j'imagine qu'on n'est pas obligé d'avoir les 4 à chaque partie. Moi j'aime bien aller chercher les pouvoirs, parce que c'est sympa, ça vous donne des possibilités en plus. Mais en même temps, ces pouvoirs vous font pas tellement de rubis. Ça vous fait des rubis le fait d'avoir les deux tuiles, mais pas tant que ça. Donc j'imagine qu'on peut se concentrer sur une seule mosquée et pas sur l'autre. Après, vous pouvez choisir d'aller plutôt lancer les dés, tenter un petit peu votre chance, et pour récupérer de l'argent et aller plutôt voir le marchand de gemmes qui vous donnera des rubis contre de l'argent. Ou alors vous pouvez plutôt axer votre partie, allez j'essaye d'avoir des marchandises et je vais les vendre au palais du sultan. Pareil pour le fabricant de charrettes qui vous donne ses extensions de charrettes. Vous pouvez choisir d'aller au maximum pour gagner le rubis une fois que vous en avez récupéré 3, mais en même temps ça veut dire que vous allez dépenser vachement d'argent pour l'avoir. Est-ce que vous allez, en faisant ça, vraiment rentabiliser vos extensions de charrette en vendant vos marchandises par ailleurs ou en allant au palais du sultan pour les troquer contre des rubis? C'est pas sûr, donc c'est assez stratégique, il faut quand même partir dans une direction et pas trop s'en éloigner, mais en même temps c'est assez opportuniste quelque part, puisque en fonction de l'endroit où vont vos adversaires, ça va vous obliger parfois à revoir vos plans, parce que l'argent est assez serré quand même dans le jeu, enfin ça dépend des parties, mais... Donc vous n'avez pas, et surtout vous n'avez pas du tout envie de payer vos adversaires quand vous tombez sur leur case. Donc quand un adversaire va quelque part et que c'était l'endroit où vous vouliez aller, ça vous fait rager, et là il faut vraiment que vous sachiez, que vous puissiez décider si vous allez quand même à cet endroit-là en lui donnant 2 sous, et ces 2 sous que vous aviez prévus pour acheter votre extension de charrette, et maintenant vous ne pouvez plus l'acheter, il va vous falloir retrouver 2 sous, mais en même temps vous avez vraiment besoin de cette action. C'est un jeu qui paraît très simple, et qui est très simple, mais qui est extrêmement stressant. Parce que vous pouvez être bloqué comme ça de plusieurs manières. C'est pas vraiment bloqué, mais ça peut vous mettre vraiment dans l'embarras à certains moments en fonction de ce que font les autres joueurs. Et ce serait pas aussi tendu si on n'était pas dans une course. Parce que le jeu, c'est ça, c'est une course. Vous devez être le premier à avoir 5 rubis. C'est pas, tant pis, il va là, je vais aller là plutôt, ça va me faire des points de victoire. Non, c'est si vous vouliez aller absolument à tel endroit pour obtenir telle marchandise qui vous permet en 2 tours d'aller à cet endroit, vous êtes obligé d'aller là. C'est vraiment un élément... le fait de perdre un tour à aller à un autre endroit puis à revenir, c'est hyper embêtant, surtout si vos assistants sont pas placés comme vous voulez. Ça veut dire que vous allez lâcher un assistant là où vous n'avez pas prévu de lâcher un assistant pour faire une action qui ne vous amuse pas, qui en plus va vous faire perdre un tour par rapport à ce que vous aviez prévu. Et comme le jeu est très 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 serré sur la fin, c'est-à-dire que dans les parties que j'ai faites, globalement, on est quand même à 1 ou 2 tours près à chaque fois. C'est-à-dire que si vous êtes un tout petit peu moins optimisateur que vos adversaires, eh bien vous allez perdre. Il faut vraiment faire très très attention. Après, ça dépend aussi des gens avec qui vous jouez, mais voilà, il y a quand même une tension tout au long du jeu qui est maintenue à travers ces différents aspects. Alors, maintenant, le jeu de base, je vais parler aussi des extensions qui viennent avec. Très brièvement, est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas? Pour moi, le jeu de base est déjà assez rejouable en l'état. Il y a quand même plein de possibilités. Le fait de pouvoir modifier les tuiles, il y a 2 configurations proposées dans la règle, une tuile chemin court, une configuration chemin court, une autre chemin long.
Ce qu'ils appellent chemin court, c'est que par exemple, là vous pouvez aller chercher des ressources jaunes facilement, et ensuite vous pouvez aller chercher les tuiles à la grande mosquée. Ça par exemple c'est un chemin court. Si vous faites une autre configuration de tuiles où l'entrepôt de fruits se trouve à l'autre bout du plateau, ça devient extrêmement pénible d'aller chercher les fruits pour les ramener à la grande mosquée, et dans ce cas-là, il faut encore plus optimiser, le jeu est beaucoup plus exigeant. Donc déjà, ça change votre manière de jouer. Si en plus, vous mélangez tout ça et que vous faites une disposition aléatoire, c'est vrai que ça donne quand même une certaine rejouabilité à vos parties, parce qu'il faut vous adapter à des nouvelles configurations à chaque fois. Mais globalement, une fois que vous avez vu toutes les tuiles, que vous avez exploré, vous avez fait la stratégie, aller plutôt argent, aller plutôt marchandises, les tuiles bonus et pouvoir, je pense qu'au bout d'un certain temps, ça va manquer un tout petit peu de rejouabilité. Et à ce moment-là, les extensions seront quand même bienvenues, je pense, et l'extension Mocha et Bakshish, notamment, que j'ai joué presque autant que l'extension de base, je rajoute des petites tuiles, des petits éléments supplémentaires, apporte vraiment une bonne rejouabilité au jeu, et j'ai presque même envie de ne jouer qu'avec l'extension Mocha et Bakshish désormais. Mais bon, je ferai une autre vidéo pour en parler. Le jeu de base en tout cas est déjà très très bien et se suffit même à lui-même, ça dépend si vous êtes un très très gros joueur et que vous allez enchaîner 20 parties d'affilée ou si vous le sortez une fois de temps en temps. J'ai pas encore testé l'extension Missive et Saut, donc je ne peux pas en parler, mais elle ajoute également des tuiles et des éléments supplémentaires. Le dernier élément peut-être sur la rejouabilité pas forcément sur la rejouabilité, mais on va dire sur les décisions que vous allez prendre, parce que ce qui est intéressant c'est que non seulement c'est simple, c'est plaisant, il y a une certaine rejouabilité, même si je suis tout petit peu mitigé sur le jeu de base. Mais ce qui est intéressant, en plus de la tension qui est créée dans le jeu, c'est les décisions que vous devez prendre. Et ces décisions ne sont pas uniquement liées à la tension, des blocages et de la course, elles sont aussi liées aux différents éléments que vous avez à votre disposition. Les tuiles pouvoir. Est-ce que je paye 2 sous pour faire le pouvoir, ou alors est-ce que je vais chercher mon assistant qui est à tel endroit au lieu de payer les 2 sous? Est-ce que je paye ici 2 sous pour aller prendre une ressource bleue, ou alors est-ce que je vais carrément directement chercher la ressource bleue, ce qui me coûtera moins cher mais qui me coûtera davantage de tours de jeu? Est-ce que je paye le contrebandier ou le gouverneur pour des ressources supplémentaires ou des cartes bonus supplémentaires? Les cartes bonus, c'est quand même un élément de chance, parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est pas toujours intéressant, les éléments que vous avez. Donc c'est une petite couche de décision supplémentaire qui est intéressante malgré tout et qui participe à l'intérêt et à la profondeur du jeu. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Istanbul. Donc c'est un jeu qui est vraiment très simple, très agréable, très plaisant. Je suis un tout petit peu mitigé sur la rejouabilité du jeu de base, même si elle est plus grande que ce que j'aurais imaginé au départ, parce que c'est vrai que le fait de changer les chemins et de changer les tuiles de place change quand même très fortement la manière dont vous envisagez votre partie. Mais en tout cas, pour la première extension que j'ai testée de cette Big Box qui est Mocha and Bakshish, je suis vraiment très très convaincu par cette extension qui apporte beaucoup au jeu de base et qui renouvelle vraiment bien les parties une fois que vous avez un petit peu essayé ce jeu sans extension. Voilà, donc c'est tout pour Istanbul, la Big Box avec ces 2 extensions. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois.